Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. La situation au Sahel, toujours d'actualité, pour ne pas dire plus que jamais d'actualité, à commencer par le Mali, où des attaques ont été enregistrées contre les camps militaires, notamment dans la région de Mopti. Est-ce un hasard ou un plan bien élaboré? Est-ce aussi une coïncidence que ces attaques ciblent des régions occupées auparavant par les forces françaises? Au Burkina Faso, ce n'est guère mieux. La dernière tentative de coup d'État déjouée, l'interdiction également du magazine Jeune Afrique accusé d'attiser le feu dans la région, vient s'ajouter à celle ou cette nouvelle arrestation de 2 gendarmes ivoiriens aux frontières avec le Burkina Faso. Et puis il y a également le Niger qui n'a pas encore fini d'être la cible de critiques acerbes en raison de ses décisions jugées parfois un peu trop hostile aux intérêts de certaines compagnies multinationales, notamment l'ex-compagnie Areva Orano. Mais qu'arrive-t-il au juste à ces pays? Sont-ils en train de payer leur désir de s'affranchir du joug de l'exploitation? Autant de questions que nous allons présenter ce soir avec nos invités dans un petit instant. Alors, comme je le disais, nous en parlons ce soir avec Badis Nissa, présent ici avec nous sur le plateau. Badis Nissa, bonsoir. Bonsoir et merci. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président du think tank Émergence et que vous êtes également analyste des questions internationales. Et par Skype, nous avons Ammar Berti, analyste politique et spécialiste du Sahel. Monsieur Ammar Benberti, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de souci, merci. Alors pour commencer, Badis Nissa, le Burkina Faso dans l'œil du cyclone, il faut le dire ainsi. La transition au pouvoir annonce une tentative de coup déjoué il n'y a pas si longtemps que cela, c'est-à-dire il y a exactement 2 jours de cela que la nouvelle est tombée. Le Mali est victime d'une attaque à Mopti. Le Niger se démêle comme il peut avec des conspirations de tous bords. Est-ce un hasard, une coïncidence ou un plan bien établi? Une chose est sûre, écoutez, que la zone du Sahel, donc plus de 3 millions de kilomètres carrés, faut-il le rappeler, est en proie. Et depuis quelques temps, dans son histoire, surtout récemment, depuis une dizaine d'années, oui, où les opérations militaires étrangères se sont succédées, notamment Barkhane, Serval, MINUSMA et autres. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le défi est plus grand qui plus est, puisque surtout la zone appelée des 3 frontières, notamment entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui est en proie à des attaques terroristes en totale recrudescence, faut-il le rappeler. Mais une chose est sûre, cette région est aujourd'hui assujette à une crise multisectorielle, mais surtout multifactorielle, dans le sens où il y a cette instabilité sécuritaire, il y a ces coups d'État à répétition, à effet domino, bien évidemment avec... nous assistons à quand même un soutien populaire franc, notamment plus récemment au Niger. Donc, si vous voulez, il y a effectivement, vous venez bien de le rappeler, cette volonté de vouloir s'affranchir, notamment du joug, quel qu'il soit, mais surtout occidental, puisqu'on ne peut pas parler de cette convergence aujourd'hui justement des luttes des peuples pour pouvoir s'émanciper, avoir leur essor. Oui. Il y a aussi un autre contexte que je dois rappeler, si vous me permettez, c'est que les paradigmes ont changé aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est en totale phase avec son air, avec son actualité, avec ses ambitions, son audace également. Une jeunesse qui plus est formée, avec des diasporas qui rentrent dans une phase d'impatriation pour pouvoir apporter leur valeur ajoutée. Donc, si vous voulez, au-delà aussi de ce que j'ai qualifié de rénovation politique ou même géopolitique de l'Afrique qui est en train de s'émanciper, qui va vouloir créer son propre modèle de rayonnement, d'essor et de développement. Donc oui, effectivement, cela dérange, bien évidemment, à bien des égards. On a vu certaines, manœuvres comme notamment la France à travers la CEDEAO pour cette intervention militaire, d'ailleurs qui a permis de mettre en lumière cette contradiction de la politique africaine de la France, notamment d'un côté, on évoque cette volonté de vouloir défendre les États de droit et surtout la démocratie, et de l'autre côté, on essaye effectivement de faire valoir le fauteuil de certains dirigeants controversés. Donc, bien évidemment, à travers le langage de la violence. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être se dorer une certaine décence et un certain respect envers le peuple africain, et puis surtout le laisser
je dirais, disposer de son avenir et construire sa feuille de route. Voilà. Je pense que c'est à peu près, vous avez à peu près résumé toute la situation. Omar Benberti, dites-nous, alors, est-ce que vous pensez que le fait que ces pays ou que cette succession d'attaques, de violences, d'événements qui se succèdent, qui se répètent dans certaines régions bien précises, la région de Mopti ou la région de Tombouctou au Mali, est un hasard, une coïncidence, peut-on le qualifier ainsi, ou est-ce, pour ne pas paraître non plus dans ce qu'on appelle la thèse de la conspiration, mais est-ce que ce n'est pas une conspiration bien établie dans une stratégie bien faite? Je crois d'abord que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, parce que ce sont des pays... C'est Omar, hein, pas Omar. Oui, allez-y. Ce sont des pays qui ont été longtemps perturbés, pour ne pas dire autre chose, par des situations coloniales, il faut le dire, et d'imposition de dictats, de pillages, etc. Donc aujourd'hui, vu que les intérêts qui sont en jeu sont énormes, je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus quand même, ce sont des pays riches, ne l'oublions pas, oui. Même si les images que vous nous montrez font paraître une population pauvre, mais les pays ont des ressources très importantes, que ce soit en or ou en d'autres minerais, et à partir de ce moment-là, il est évident que ceux qui avaient l'habitude de piller et d'exploiter ces pays ne vont pas se laisser faire. Donc les actions qui sont menées, qu'on met sous le vocable du terrorisme, ce sont des actions qui étaient tout à fait prévisibles, et je crois qu'il n'y a pas lieu de s'en étonner. Maintenant, de quelle manière réagissent ces pays? Je crois que la première chose qu'ils ont faite, les trois, que ce soit le Burkina, le Mali ou le Niger, ont compris qu'il fallait renforcer le système sécuritaire et donc disposer d'une puissante armée qui puisse se défendre et défendre les acquis de la souveraineté qu'ils recherchent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des enjeux qui les dépassent aussi. Ils ne sont pas seuls dans cette affaire. Le fait d'avoir créé l'Alliance des États du Sahel, le fait que ces pays se soient libérés d'une tutelle tout à fait négative à leurs yeux, montre qu'il y a des intérêts complètement opposés, et le fait qu'il y ait aussi une présence d'autres pays dans ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, dans lesquels il y a des enjeux qui sont encore pris en main par des organismes ou par des pays ou par des intérêts ou par des multinationales qui, elles, ne voient pas d'un très bon œil ce qui se passe dans ces pays-là. Maintenant, les incidents qui s'y produisent, ce que vous appelez les incidents ou ce que vous appelez la recrudescence des actions, je crois qu'elle est tout à fait normale. Tout à fait normale. Normale dans le sens où il fallait s'y attendre un peu? Tout à fait, il fallait s'y attendre parce que les oppositions sont telles, et il y a surtout aussi, il ne faut pas le nier, il y a ce que j'appellerais moi la cinquième colonne qui existe toujours dans ces pays. Les politiques, entre guillemets, que l'on a installés dans ces pays-là ne voient pas d'un très bon œil, dans leur grande majorité, l'apparition de militaires au niveau des pouvoirs, puisque ces politiques faisaient semblant de se faire élire démocratiquement, entre guillemets encore une fois, parce que nous savons tous pertinemment qu'aucune de ces élections n'a jamais eu lieu de manière démocratique, malgré les observateurs, malgré tout ce que vous voulez. Donc il faut être raisonnable et comprendre que ce qui leur arrive était prévisible. Maintenant, il appartient au pouvoir en place de se prémunir contre les tentatives de déstabilisation. Cela a même été dit sur un plateau de télévision française dans lequel quelqu'un disait qu'il allait attaquer maintenant de manière plus libre ces pays-là. Donc ils vont être au centre d'activités et d'actions de déstabilisation qui ne vont pas cesser. Il ne faut pas s'illusionner là-dessus. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas trouver ça bizarre ou étrange qu'il y ait comme ça une recrudescence ou un retour justement à la violence. Ça n'a rien à voir, si je comprends bien, avec le fait qu'aujourd'hui les forces françaises se retirent. Ou est-ce que ça a à voir? Écoutez, depuis une dizaine d'années, les forces françaises, les troupes françaises qui se comptent par milliers, mais ça sont d'ailleurs au Niger qui normalement devraient sortir du pays d'ici la fin d'année, voire plus. Écoutez, toutes les opérations se sont succédées en vain, c'est-à-dire avec un résultat très maigre. Donc à un moment donné, ce n'est plus une histoire de professionnalisme ou de maîtrise de lutte ou de professionnalisme par rapport à la lutte antiterroriste, c'est plutôt au fait de la conjoncture et surtout la zone géographique, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est très dense, qui est très vaste. On parle d'un désert
Absolument. Donc, et au-delà, à cela s'ajoute également le trafic humain, la clandestinité, tout ce qui est criminalité internationale. Donc, vous voyez, plusieurs agrégats qui rentrent dans cette équation sécuritaire. Donc oui, la France, j'ai envie de vous dire, n'a pas découvert le fil à couper le beurre. Elle a juste permis, parfois même, d'un certain aveu de certains dirigeants, notamment des anciens généraux français, qui évoquaient avec ce tabou au sein même de l'armée française, qui était, le Sahel était considéré comme une espèce de plan de carrière ou de roulement justement des commandements et de distribution de primes. Donc c'est pour vous dire que c'était pas le leitmotiv de cette présence des troupes n'était nullement, en tout cas on l'a vu par le résultat et par le bilan, qu'elle était nullement sécuritaire, mais plutôt de l'ordre de plan de carrière et de centre d'entraînement et de formation, notamment pour justement motiver les troupes françaises. Absolument. Donc c'est pour vous dire, donc on ne peut pas aujourd'hui pour autant dire que c'est une normalité, puisque le défi est grand, la lutte antiterroriste à l'échelle internationale est un enjeu et un défi majeur que le monde entier l'a découvert d'ailleurs depuis le 11 septembre. Donc non, je pense qu'il y a une causalité mécanique aujourd'hui que les Africains sont en train de vivre dans leur globalité, mais plus particulièrement dans cette zone, notamment du Sahel, puisque un ex-responsable, et ça a été évoqué d'une manière générique, j'irai un peu plus dans le détail, un ex-responsable des renseignements français, sur une chaîne publique française qui plus est, avait déclaré que maintenant que notre ambassadeur et les forces ne sont plus justement, je dirais, en possession sur place, on a plus de latitude pour justement permettre de monter des opérations secrètes et notamment de déstabilisation. Donc ça a été flagrant, quoi. On ne peut pas dire qu'il ne s'en cache pas. Alors ça n'engage que lui ou peut-être ceux qui... Mais en tout cas, la messe est dite, on va dire. Donc aujourd'hui, le message est très clair. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui aujourd'hui dénote, et d'ailleurs au sein même de l'intérieur de la politique française, cette antinomie justement de la politique africaine de la France, où j'expliquais, il y a ce paradoxe abyssal notamment, et cette contradiction, à savoir d'un côté on défend l'état de droit et le pacifisme, et de l'autre côté on prône la violence à travers la CEDEAO, avec une pression d'ailleurs qui a fini par une drôle d'ambivalence. Exactement, s'atténuer, puisque la CEDEAO aujourd'hui est dans une dynamique de feuille de route de transition, qui a été d'ailleurs surenchérie de 3 mois par rapport à la feuille de route algérienne, mais en tout cas, on tend vers cette sortie d'issue. Maintenant, effectivement, quoi de mieux que de la déstabilisation sécuritaire, puisqu'elle est mère de tous les maux. Cette déstabilisation va permettre malheureusement une déstabilisation économique, une crise aiguë. À cela s'ajoute combiné bien évidemment... Des foyers de tension. Exactement, mais au-delà de ça, du terrorisme, il y a aussi le facteur développement, d'ailleurs, sur lequel l'Algérie a tout de suite pris à bras-le-corps avec le développement avec des peuples, la dernière initiative également. Pour qu'elle puisse justement endiguer le problème à sa source. Et en plus de ça, comme j'ai expliqué, conjugué à cette tension avec la CEDEAO et notamment les sanctions sur les peuples africains, notamment du Sahel, et qui se ressentent d'ailleurs avec des pénuries et des produits qui manquent aux étalages. Au fait, j'avais presque envie de dire que le retrait de la force ou des forces françaises de ces 3 pays, parce que de toute façon, les forces françaises existaient au Mali comme ils existaient bien au Niger, au fait, n'est que le début de leur peine. Ce n'est pas tout à fait, comme on le croit, la fin de leur peine, même si c'est un point positif, comme on vient de le dire. Omar Ben Berti, c'est bien cela. Alors, vous savez, il y a eu dernièrement cette petite nouvelle que 2 gendarmes ivoiriens auraient été interceptés, arrêtés par les forces burkinabées aux frontières avec les 2 pays. Alors, je ne sais pas, 2 gendarmes, que faisaient-ils d'abord là-bas? Ensuite, ça rappelle étrangement, rappelez-vous, l'histoire des 47 ou 49 soldats ivoiriens dont 2 femmes ont été relaxées, d'ailleurs tous, après des négociations et des médiations togolaises. Ça rappelle étrangement, mais la question qui se pose, c'est pourquoi ça tombe toujours sur les Ivoiriens? Pour une raison très simple, c'est que le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, est le responsable, entre guillemets, en chef des opérations anti-coup d'État, et c'est lui qui a été mandaté depuis très longtemps déjà par son ex-patron qui s'appelle la France pour essayer de contrecarrer toutes ces velléités. Mais j'aimerais rappeler une chose, ces événements auxquels nous assistons, qui sont des événements que l'on peut traiter sur le mode événementiel, bien entendu, ça obéit à un plan. Oui. C'est un plan qui a été mené, dans lequel Mme Hillary Clinton, à l'époque, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, Julian Assange avait dévoilé tous les messages qu'elle avait envoyés, et il était prévu, une fois qu'on attaquerait la Libye, de déstabiliser totalement
cette région de l'Afrique. C'est un plan qui a été établi, réfléchi, pensé, analysé, mis en œuvre, et nous sommes en train de vivre les conséquences de ce plan. C'est-à-dire, rien n'a changé. Il ne faut pas que l'on soit amnésique et que l'on croit que ces choses elles tombent du ciel. Il y a un plan qui a été élaboré par des officines qui ont l'habitude de réfléchir, de programmer, d'analyser et de mettre en œuvre des actions. Ces actions, elles visent quoi? Elles visent, à faire en sorte que tous ces pays ne puissent plus se prendre en charge. Il y a un problème de déstabilisation politique et de souveraineté, comme l'a évoqué votre invité sur le plateau. Il y a un deuxième plan qui consiste à faire en sorte que toute la région, et ce n'est pas seulement le Sahel, mais même le Maghreb, soit lui aussi pris dans une situation telle que la crise aidant fera en sorte qu'il ne pourra pas sortir le nez de la mélasse dans laquelle on essaie de le mettre. Et ça, c'est une opération qui date. Elle date du temps du président Obama avec Sarkozy et avec David Cameron lorsqu'ils ont décidé de détruire la Libye. N'oubliez pas qu'on a assassiné un chef d'État et que la Libye, c'était un véritable paradis. À partir de ce moment-là, maintenant, la porte est ouverte aux narcotrafiquants, la cocaïne, les pseudo-terroristes, etc. Tout ça, ce ne sont que des artefacts qui sont utilisés pour dire, vous voyez dans quel état ils se trouvent. Mais en vérité, ce n'est pas ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est d'avoir une mainmise sur l'ensemble des ressources de ces pays-là. Oui, alors vous faites bien de le dire. Apparemment, les autorités burkinabées ont communiqué sur l'affaire et auraient expliqué par la voix de leur porte-parole, ministre également de la communication, Amadou Coulibaly, que ce sont des choses qui peuvent arriver, car effectivement, il peut y avoir des éléments ivoiriens sur leur territoire, comme il peut également avoir des éléments burkinabés sur le territoire voisin, car là, il faut rappeler que la frontière est quand même assez longue, de près de 600 km. Le problème, c'est que ces gens se trouvaient, ont été appréhendés sur un site d'orpaillage. Donc, il semblerait que peut-être, ça laisse croire que ce n'est pas aussi intentionné, que ce n'est pas aussi dans un stratagème malicieux, mais Absolument. beaucoup plus pour des intérêts. Écoutez, une chose est sûre, des pourparlers sont en cours effectivement pour essayer de dénouer cette affaire. Ceci étant, on doit regarder, on va voir les choses avec un peu plus de réalisme, mais surtout, ce qu'on pourrait apercevoir en filigrane, effectivement, vous l'avez rappelé, que cette histoire de tracer des frontières n'est pas claire entre les deux pays, ce n'est pas la première fois. Ceci étant, ceci intervient dans un contexte quand même de friction, de tension. N'oublions pas que la CEDEAO, avec ce que j'ai qualifié tout à l'heure des sanctions un peu inhumaines vis-à-vis du peuple africain, notamment du Sahel et ceux du Niger surtout, il y a des pénuries qui existent, les gens sont vraiment très tendus parce qu'il y a eu peut-être ce soutien populaire qui aujourd'hui, on paye le prix justement de ce soutien pour s'affranchir. Donc vous voyez, la CEDEAO d'ailleurs, je reviens un peu en arrière puisque maintenant le bras de fer s'est dénoué, puisque même si le président de la France avait une certaine ligne dure par rapport au Niger et ce qui se passait au Niger, et d'ailleurs il avait exhorté la CEDEAO d'intervenir militairement avec une pression énorme. La CEDEAO a reculé de 10 pas. Aujourd'hui, elle cautionne une feuille de route et une sortie de crise, notamment. Donc c'est un peu ce bras de fer qui a abouti à une espèce de départ forcé des forces françaises, puisqu'il est ça dont il est question, mais au-delà de ça, ce recul aussi de la France au niveau même du peuple et de l'opinion publique nigérienne. Donc c'est pour vous dire effectivement que les tensions sont là, c'est une poudrière. Certains pays, effectivement, plus que d'autres, ont beaucoup plus d'intérêt, notamment, et vice-versa. Donc, oui, ça peut être animé par des espèces de velléités, notamment, puisque c'est des pays voisins qui se disputent certaines richesses, qui se disputent aussi le leadership, notamment dans la région. Et ça pourrait expliquer, après, comme je l'expliquais, la situation est tellement complexe et les facteurs sont tellement dynamiques, j'ai envie de vous dire, et volatiles que tout est possible aujourd'hui, sachant qu'encore une fois, et là, si vous me permettez, je reviens un peu sur ce concept de la France-Afrique. Vous savez, depuis des décennies, la France se targuait de dire qu'effectivement, la présence des forces françaises en Afrique, notamment dans le Sahel, était à la demande des gouvernants et des présidents. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à un dilemme, face à une contradiction abyssale. Celle qui consiste à dire qu'aujourd'hui, c'est responsable, en tout cas, nouvelle wave, nouvelle génération, vous demande de partir. Et qu'est-ce qui se passe pour autant ? La France protège le fauteuil de président. Donc à un moment donné, si c'est décorrélé des présidents des gouvernements,
il faudra suivre justement la volonté des peuples, notamment puisque c'est elle dont il est question aujourd'hui. C'est Oui. de vouloir s'affranchir, gagner sa souveraineté, d'ailleurs qu'elle soit souveraineté politique et géopolitique, mais aussi une souveraineté alimentaire, une souveraineté énergétique, une souveraineté justement Oui, de ses absolument. richesses pour qu'elle puisse disposer. Puisque vous le savez, Ça passe par là, d'ailleurs. à titre d'exemple, l'Afrique abrite quasiment plus de 60% de terres arables fertiles du monde, mais en même temps, Non encore elle subit exploitées. des crises alimentaires. Donc, à un moment Ce donné, n'est pas normal. Voilà, Ce sont des paradoxes qu'il faut absolument justement examiner de très près. Omar Benbarti, alors le Burkina Faso, apparemment qui fête aujourd'hui, si vous voulez, une année depuis que les autorités en place sont au pouvoir, apparemment dans la liesse, puisque une autre forme aussi de manifestation donc dans la rue pour soutenir ce pouvoir ou ces autorités en place, au lendemain bien sûr d'une tentative de coup d'État déjouée. Alors, comment faut-il voir, décrypter, lire ce qui se passe réellement? Écoutez, les tentatives de coup d'État, bon, ça peut se fabriquer aussi, il ne faut pas être naïf. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est jeune, il est face à une opposition d'hommes politiques très virulents au Burkina Faso. La Haute-Volta, ce qu'on appelait avant la Haute-Volta, était un pays complètement acquis, et totalement acquis à l'élite, à l'oligarchie française. Donc, on peut aussi, pour pouvoir ressouder les liens d'un peuple et d'une génération avec un pouvoir en place, susciter ou fomenter comme ça une espèce de recherche de coup d'État. Mais cela n'empêche en rien qu'il y a des velléités qui ont été déjà affichées par les gens de la CEDEAO, et en particulier par la personne dont je parlais tout à l'heure. Donc il est certain que, voulant remplacer le capitaine Thomas Sankara, je vous rappelle que Thomas Sankara a été assassiné. Il a été assassiné par son proche compagnon. Et de quelle manière? Oui, de quelle manière, comme vous dites. Le capitaine Traoré, qui est aussi jeune que Thomas Sankara, encore plus jeune que lui, est immunisé contre ce genre d'histoire. Et peut-être, je dis bien, c'est une hypothèse, mais rien n'interdit de penser qu'il a organisé un petit peu ses fuites et l'idée d'un coup d'État qui le menacerait pour ressouder davantage autour de lui une population qu'il adore apparemment, mais qui n'est pas forcément tout à fait d'accord avec ce qu'il fait. Ça, c'est un point. Mais cela n'empêche pas qu'il y a des velléités de déstabilisation comme ça. On a vu, vous avez cité les 49 Ivoiriens qui étaient pendant la MINUSMA au Mali. Et je vous rappelle simplement que M. Alassane Dramane Ouattara est originaire du Burkina Faso, le président actuel de la Côte d'Ivoire. C'est un Burkinabé en vérité. Il est originaire. Oui, en fait, c'était à peu près le même pays quelque part. Oui, et c'était à peu près les mêmes pays, ce sont les mêmes tribus, les mêmes situations. Et donc, il y a nécessairement des populations qui s'interéchangent, mais il y a une velléité, il y a une volonté réelle de déstabiliser ce genre de pouvoir. D'autant que ces pouvoirs ont affiché clairement leur alignement et leur volonté de travailler davantage avec un pays qui s'appelle la Fédération de Russie. Ça déplaît énormément aussi bien à l'Occident qu'à la France en particulier. Oui, voilà, je crois qu'il a abordé 3 points qui sont très importants. D'abord, il parle d'immunité parce qu'apparemment, les chefs des autorités de transition sont d'abord jeunes parce qu'ils incarnent finalement leur population. Deuxièmement, ils savent très bien, avant d'avoir franchi ce pas, qu'il faut être très vigilant. Donc, ils savaient carrément qu'il fallait s'en tenir à certains contre-coups. Ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Et puis surtout, comme disait Omar Benbarti, c'est aussi cette façon d'appartenir aussi à cette population. J'allais presque dire, est-ce que on ne va pas dire que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, ce qui se passe aujourd'hui au Niger, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, cette tentative qui a été déjouée, ne vient pas un peu, si vous voulez, pointer du doigt certaines puissances, ou est-ce que c'est un truc qui vient de l'intérieur pour en plus renforcer la présence des autorités sur place? Écoutez, je pense qu'une chose est sûre, il faut écouter aujourd'hui l'Afrique. L'avenir est en Afrique. L'Afrique se cherche, l'Afrique se construit. L'Afrique se construit d'ailleurs à travers cette société civile émancipée, cette société civile aussi qui est mature et qui souhaite justement, qui a soif d'aller de l'avant, mais surtout d'édifier un continent comme il se doit. Donc oui, ça passe par cette Union africaine, cette unité, d'ailleurs, que pas mal de pays, comme l'Algérie notamment, jouent ce rôle de locomotive pour permettre justement la sortie par le haut, mais à travers, bien évidemment, des changements, comme j'expliquais tout à l'heure, de cette rénovation politique dans laquelle s'inscrit justement dans le sillage de la volonté du peuple, des dirigeants, nouvelle génération. Donc oui,
elle est amenée à se renforcer à travers des étapes, à travers des jalons. Il faut se donner le temps au temps pour qu'on puisse justement construire cette Afrique voulue, cette Afrique attendue. Mais une chose est sûre, il faut écouter non seulement l'Afrique, il faut écouter aussi ses dirigeants. Je reviens à la 48e session ordinaire aux Nations Unies. Oui. Quand vous écoutez les discours de quasiment tous les dirigeants africains, vous comprenez qu'il y a un malaise et que l'Afrique veut impérativement s'affranchir de ce diktat. Donc, il faut l'écouter, mais surtout, il faut sortir de ce déni ou cet asservissement, ou cette mise sous tutelle, l'enfantillage justement de l'Afrique, parce qu'elle a toutes les potentialités pour y arriver. D'ailleurs, il faut aussi, je crois, conclure avec ça, parce qu'on sait très bien que cette région du Sahel a toujours été le théâtre de tiraillement de leadership des puissances occidentales. Monsieur Badis Khnissa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc président du think tank Émergence et que vous êtes également spécialiste des questions internationales. Omar Barti, c'est bien ça, Ben Barti. Vous étiez avec nous donc par Skype. Vous êtes spécialiste des questions internationales et plus particulièrement celle du Sahel. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouvera demain, certainement avec un de mes collègues, pour une nouvelle question de l'actualité de l'échiquier international. Au revoir.